Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition. La présentation de la prochaine exposition au musée océanographique Tabanaba, consacrée à l'Australie, l'Océanie et les arts des peuples de la mer. Nous vous parlerons également de la 11e édition d'Ever Monaco, consacrée au développement durable et aux véhicules écologiques, du 6 au 8 avril au Grimaldi Forum. L'opération Goût de France, le jour du printemps, vous verrez une jolie façon de mettre la gastronomie française à l'honneur dans le monde entier et bien sûr à Monaco. Nous resterons dans le domaine de la gastronomie dans le cadre de la Journée internationale de la femme avec un dîner 100% bio au restaurant Elsa du Monte Carlo Beach. Et enfin, dans le cadre de la sécurité routière, nous vous présenterons la prochaine opération Lumière et Vision, l'occasion de faire vérifier, pourquoi pas, l'éclairage de votre véhicule. L'exposition Tabanaba ouvrira ses portes au musée océanographique dans une quinzaine de jours maintenant. Elle sera entièrement consacrée à l'Australie, l'Océanie et les arts des peuples de la mer. Une conférence de presse, de présentation vient d'être organisée à Paris, à l'ambassade d'Australie. Patricia Navarro et Sylvain Pérumal étaient présents. Le musée océanographique poursuit sa politique d'offres culturelles de premier plan. Après Damien Hirst, après Mark Dion ou Mark Gwynne, pour ne citer qu'eux, à partir du 24 mars, le Temple de la Mer accueillera une nouvelle grande exposition qui vient d'être officiellement présentée à Paris, à l'ambassade d'Australie. Tabanaba, c'est son titre, mettra en lumière le talent et la créativité des communautés aborigènes, mais aussi, plus généralement, des populations de l'Océanie. 50 artistes, des artistes aborigènes australiens vont être au cœur de cette exposition. C'est la plus grande exposition de ce type jamais présentée en Europe. Et elle a bien sûr le support total du gouvernement australien. Et je suis certain que ce sera ce que l'on a coutume d'appeler un blockbuster. On attend plus de 600 000 visiteurs d'ici la fin de l'été à Monaco. Pour que cet ambitieux projet voie le jour, l'ambassadeur d'Australie en France et à Monaco a octroyé une aide très importante. Vous savez, nous faisons ces expositions dans un but politique. Et donc le but, c'est de faire réfléchir, de développer des liens. Mais aussi, nous avons besoin de ce soutien pour apporter du financement à ces expositions. Et là, le soutien du gouvernement australien, des entreprises australiennes, des particuliers australiens est tout à fait exceptionnel. Nous avons d'ores et déjà levé plus de 1,3 million d'euros de financement pour cette exposition. Et donc il y a vraiment une vague de soutien, une vague tout à fait exceptionnelle qui s'est mise en marche pour permettre la réalisation de cette exposition. L'exposition Tabanaba s'articulera autour de 3 grandes parties confiées chacune à un commissaire différent. La première partie portera sur les relations culturelles que les peuples du Pacifique entretiennent avec la mer. La deuxième se basera sur une sélection de peintures aborigènes contemporaines. Et la troisième partie présentera des installations monumentales d'artistes aborigènes. J'ai travaillé avec différentes communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres pour réaliser un volet d'exposition qui s'appelle Australie, la défense des océans, au cœur de l'art des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. C'est effectivement une problématique importante pour ces communautés du nord-est de l'Australie que la préservation de l'environnement, et notamment l'environnement marin. Oui, il y a en toile de fond ce message environnemental parce qu'effectivement, ils utilisent en quelque sorte les traces de pollution pour en faire de l'art. Absolument. Toute la problématique de l'exposition repose justement sur les problèmes liés à la pollution, aux filets de pêche dérivants, à la disparition d'espaces marins pris par la pollution et par l'utilisation qu'en est faite des hommes. Donc oui, c'est effectivement l'utilisation à la fois des filets de pêche pour réaliser des œuvres monumentales, des représentations de crabes gigantesques qui vont évoquer justement tout le problème de l'alimentation, ou encore les bagous qui parlent de la tradition, de la transmission de la tradition. Et pour ceux qui s'interrogeraient sur le sens du titre Tabanaba donné à cette nouvelle exposition au musée océanographique, eh bien il s'agit d'une chanson enfantine traditionnelle des populations du détroit de Torres, près de la côte nord de l'Australie.
Et pour rester dans le domaine culturel, la grande exposition estivale du Grimaldi Forum accueillera du 2 juillet au 4 septembre des œuvres de Francis Bacon, dont une en avant-première, et ce sera l'une des attractions de l'exposition événement consacrée au maître anglais, la dernière toile peinte en 1991 par Francis Bacon, un an avant sa mort. Cette toile sera dévoilée pour la première fois au public. Study of a Bull représente un taureau en noir et blanc effacé dans un nuage de poussière. Cette œuvre a été retrouvée par le commissaire de l'exposition. La peinture dormait depuis plus de 20 ans à Londres. Et dans les manifestations à venir, toujours au Grimaldi Forum, la 11e édition d'Ever à Monaco du 6 au 8 avril. Plus qu'un salon, cet événement accueille des exposants, mais aussi des tables rondes et des conférences. Ever Monaco s'adresse au grand public comme aux spécialistes dans le domaine du développement durable et des véhicules écologiques. Une conférence de presse de présentation vient d'être organisée. On écoute le président d'Ever Monaco. C'est encore une fois une 11e édition avec la confirmation de ce que l'on a essayé de démontrer les années précédentes, c'est-à-dire le développement de la mobilité propre avec des produits de véhicules électriques qui sont aujourd'hui, je dirais, entrés dans le droit commun, largement répandus. C'est aussi la confirmation des actions qu'on peut mener en matière d'énergie renouvelable. Encore une fois, il y a de ce point de vue-là des progrès importants. C'est, comme à l'habitude, ce mélange un peu bric-à-brac de Ever, mais qui est un bric-à-brac sympathique, entre la possibilité pour le grand public de voir et d'essayer ces véhicules dans le cadre de le Ride and Drive, de participer à des tables rondes sur les thématiques de la mobilité propre et des énergies renouvelables. C'est aussi l'occasion de regrouper, je dirais, tout ce qui peut se faire en matière de jeunes cerveaux et d'innovation que ces jeunes cerveaux peuvent nous apporter, d'une part dans le cadre de conférences scientifiques qui sont fermées, elles, et réservées, encore une fois, à ces étudiants ou à ces jeunes sortis des écoles d'ingénieurs. Et puis c'est le concours Méta-Europe de l'école des mines, qui est une opportunité de faire émerger toute une série d'innovations technologiques. Alors voilà, tout ça se déroule du 6 au 8 avril et encore une fois, ça se place, je dirais, avec les partenaires que nous avons dans cette grande stratégie qui est celle de la principauté, de développer des actions qui permettent un développement réellement durable et puis une marche vers une économie décarbonée avec l'objectif qui a été clairement affiché par le prince souverain de parvenir à avoir une principauté neutre en émissions carbone en 2050. Nous vous en parlions il y a quelques temps. L'opération Goût de France aura lieu le 21 mars prochain, le jour du printemps. Une jolie façon de mettre la gastronomie française à l'honneur dans le monde entier, comme vous l'explique Sandrine Nègre. Hirondelle, Montgolfière, Saint-Empire, Quai des Artistes, Vistamar, Blue Bay, Bouchon, Café de Paris ou encore Saphir 24. Des restaurants devenus de véritables références dans le domaine culinaire à Monaco, mais cela n'est pas leur unique point commun. Tous participeront aussi le 21 mars à cet événement organisé dans le monde entier par les différentes ambassades de France. L'idée, c'est de faire le 21 mars, dans tous les pays du monde, un ou plusieurs repas de fête pour tous ceux qui aiment la gastronomie en général et la gastronomie française en particulier. Donc autour du vin, autour des produits du terroir, autour des produits français, mais aussi des produits de saison et des produits locaux. Donc il ne s'agit pas d'imposer un modèle. Vous savez que le repas gastronomique à la française a été classé par l'UNESCO il y a quelques temps, mais là, ça sera beaucoup plus ouvert. Les chefs, on leur demande de faire preuve d'imagination, de s'inspirer de la gastronomie française, mais de faire preuve d'imagination. Et ici à Monaco, on a un accueil fantastique puisque nous avons 9 restaurants de différentes catégories qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. Il y a un cahier des charges assez rigoureux, mais à l'intérieur de ce cahier des charges, l'imagination est totalement libre. Et pour apprécier cette imagination, vous pourrez vous rendre dans l'un des 9 établissements qui proposeront un dîner, un déjeuner pour l'hirondelle des termes marins, où les produits des régions françaises seront à l'honneur de l'entrée au dessert. On a déjà fait ça l'année dernière, puisque c'est une 2e édition, donc ça s'est très bien placé. On a eu beaucoup de compliments et beaucoup de convives sont venus déjà découvrir notre table qu'ils ne connaissaient pas ou le nom du chef, et puis ça permettait
de faire ressortir des plats qu'on n'a pas peut-être l'habitude de faire, ou surtout de manger plusieurs plats dans le même menu. Moi j'ai fait un petit mélange, en étant natif du Sud-Ouest, j'ai fait un petit peu des mélanges de ma région, bien sûr la région où je suis, donc la Côte d'Azur ou Monaco, et bien sûr de la cuisine traditionnelle française. Donc j'ai mis en avant les petits producteurs, et puis bon, savoir-faire aussi un petit peu un tour de mes anciens chefs, notamment Roger Verger qui est décédé récemment, donc on a remis un petit peu un loup en écaille de pommes de terre, dans une recette qui marchait très très fort au moulin de Mougins à l'époque. Et donc je voulais un petit peu revisiter, donc on faisait la velle rouget, ici je l'ai fait avec le loup. Après on a aussi des petits beignets d'anchois apéritifs, on a un tartare de saumon, on a une volaille aux champignons, un capoun d'ici, voilà, des vrais plats du terroir qui ont été bien sûr cuisinés comme on doit le faire, dans la vieille tradition française. Donc c'est ça qu'on veut faire voir. Alors si vous aussi vous souhaitez savourer des mets français le jour du printemps, sachez que vous pouvez réserver dès à présent dans les différents établissements. Renseignements également en vous rendant sur le site de l'ambassade de France, dont l'adresse s'affiche actuellement au bas de votre écran. Restons dans le domaine de la gastronomie, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Les chefs Alain Passard et Paolo Sarri se sont réunis pour un dîner 100% bio au restaurant Elsa du Monte Carlo Beach. Frédéric Hélion les a suivis quelques heures avant ce grand repas. Un dîner à 4 mains et 4 étoiles. Alain Passard, chef de l'Arpège à Paris, 3 étoiles au guide Michelin, a répondu à l'invitation de Paolo Sarri, le seul chef étoilé bio au monde, afin de célébrer ensemble la Journée internationale de la femme mardi. En préambule d'un dîner au restaurant Elsa du Monte Carlo Beach, les deux hommes ont passé l'après-midi ensemble au milieu de 3,5 hectares de terrain surplombant la principauté sur la commune de Roquebrune. Depuis 2014, c'est ici que Paolo Sarri a établi son potager et cultive ses légumes bio. Moi, c'est ça que je l'appelle le vrai luxe. C'est avoir un légume qui est là maintenant, qui s'est ramassé demain matin à 6 heures. À 10 heures, c'est dans mes cuisines et à midi, c'est servi à mes clients. Ça, c'est l'avantage. Donc, quelque chose qui s'est ramassé, cuit à juste maturation, il a toutes les propriétés nutritionnelles et aromas. Et surtout, c'est un impact zéro sur l'ambiance. Comme je dis toujours, mon rêve, c'est d'avoir un Monaco 100% biologique un jour. Alain Passard était dans son élément, lui qui possède 2 potagers, un de 4 hectares dans la Sarthe et un de 2 dans l'Eure, ainsi qu'un verger pour ses fruits vers le Mont-Saint-Michel. Nous, aujourd'hui, on est sur une dynamique d'une dizaine d'hectares. Donc on a une brigade de 10 jardiniers, donc on produit en gros plus de 50 tonnes par an. Donc vous voyez, c'est une histoire qui a 15 ans. Mais on a commencé comme ça, on a commencé avec une parcelle qui était comme celle-ci, avec effectivement un rang de persil et puis quelques laitues, quoi. En plus ici c'est quand même très accidenté, donc ça va nécessiter encore un peu plus de temps, mais bon, l'initiative est belle, la dynamique est belle. Moi je retiens une chose, c'est que ici il y a une expression, c'est l'expression de la nature. C'est un endroit où les 4 saisons sont très marquées, donc c'est bien. Artichauts, fèves, petits pois, voilà pour les légumes d'hiver. Avant les tomates, courgettes, aubergines et autres poivrons l'été. Après la balade dans le potager, place au fourneau où les 2 chefs et leurs équipes ont confectionné ce fameux dîner 100% biologique. Cette manifestation rentrait dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Le Conseil national, vous le voyez sur ces images, a organisé dans ses locaux le 8 mars également une exposition de l'artiste Owanto. Un travail photographique engagé sur les violences faites aux femmes et plus particulièrement pour dénoncer les mutilations génitales. Il faut savoir que chaque année, 3 millions de jeunes filles en sont victimes dans le monde. Et sachez toujours en bref que Mission Enfance va organiser sa braderie mercredi 16 et jeudi 17 mars au 19 avenue des Papalins de 10h à 18h. Cette association vous propose des vêtements et des accessoires pour enfants et adultes, du matériel de puériculture, des livres et des jouets. Et tout cela au profit de Mission Enfance, association qui vient en aide aux plus jeunes, souvent dans des zones de conflit. Vous le savez peut-être, une fois par an, une campagne appelée Lumière et Vision est organisée en Principauté. Quel est l'objectif de cette opération? Réponse dans ce reportage de Christine Datomel et Serge Prémont. Sensibiliser et former les conducteurs, telle est la vocation de la sécurité routière à Monaco. Depuis près de 20 ans, tous les ans, la campagne Lumière et Vision accueille les conducteurs sur le port Hercule.
L'objectif, faire en sorte que les équipements de leurs véhicules soient conformes et en bon état, afin que tout le monde soit en sécurité sur la route, que ce soit les conducteurs ou les autres usagers, car ne l'oublions pas, la route est un partage. Quand on accueille en fait le conducteur, on va dans un premier temps vérifier certains éléments de la voiture, notamment les balais d'essuie-glace. On va effectuer un réglage des feux. On peut aussi éventuellement remplacer une ampoule qui est défectueuse. Ensuite, on va s'assurer que le pare-brise est tout à fait clair. On va vérifier aussi les rétroviseurs, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, la pression des pneumatiques. Et cette année, un nouveau partenariat est né avec l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, puisque les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté ont été mis à contribution. Ils vont avoir pour mission d'effectuer une sensibilisation sur la thématique alcool, cannabis et conduite. Il est important que maintenant les gens sachent que la formation passe par une sensibilisation en termes de comportement. Et pour cela, eh bien, avec la prévention routière monégasque, nous avons mis en place des logiciels où nous allons tester à la fois la réaction du conducteur et ensuite on va pouvoir le mettre en situation réelle grâce à des lunettes qui représentent en fait un taux d'alcoolémie proche de 0,50 ou 0,80 g d'alcool par litre de sang. Une dizaine d'élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco participent activement à cette campagne. Pour votre sécurité et celle des autres, pensez donc à vérifier l'éclairage et la signalisation de votre véhicule, ainsi que votre vision. Une opération qui prendra fin vendredi soir sur le port Hercule. Quel temps va-t-il faire dans les jours à venir? Voici la météo. Découvrez la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Jeudi, un ciel nuageux dans la matinée, sans pluie et de belles éclaircies dans l'après-midi. Les températures remontent légèrement de 9 à 14 degrés. À vendredi, un temps sec et ensoleillé, les températures sont proches des normales, de 10 à 15 degrés. Samedi, peu de changements, une journée agréable en perspective, comptée de 10 à 15 degrés également. Et enfin dimanche, le prolongement de la période de temps sec et agréable, il fera de 11 à 15 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.